Il y a une idée que je trouve assez étrange autour de l'influence. On aime beaucoup les gens influents, mais on se méfie énormément de ceux qui savent qu'ils le sont. Comme si influencer quelqu'un était forcément suspect. Comme si une personne véritablement intègre devait simplement exposer ses idées et puis attendre. Si c'est une bonne idée, les gens comprendront. Si c'est un bon produit, il se vendra. Si c'est une bonne vision, les autres suivront. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que nous influençons les autres en permanence. Quand on est parent, quand on manage quelqu'un, quand on négocie, quand on recrute, quand on vend, quand on dirige une entreprise, quand on défend une idée, quand on essaye de convaincre quelqu'un de changer une décision. La question n'est pas « est-ce que je veux influencer les autres ?» On les influence déjà. La vraie question est « quelle influence est-ce que je veux exercer sur eux ?» Et surtout, où est la frontière entre influencer quelqu'un et le manipuler ? Et pour moi, cette distinction, elle peut se résumer en une seule phrase. Influencer, c'est créer les conditions dans lesquelles l'autre peut choisir librement et plus judicieusement. Manipuler, c'est chercher à produire le même résultat, mais en contournant ou en exploitant le jugement de l'autre. Et cette distinction est beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air, parce qu'on peut manipuler avec de très bonnes intentions. On peut influencer de manière parfaitement éthique tout en étant extrêmement puissant. L'influence n'est donc pas le problème. Le problème, c'est ce que vous faites du pouvoir que vous avez sur le choix de quelqu'un d'autre. On va prendre quelque chose de très simple. Imagine que tu essayes de convaincre un collaborateur d'accepter une nouvelle responsabilité. Tu peux lui expliquer pourquoi cette responsabilité pourrait être intéressante pour lui. Tu peux lui donner toutes les informations. Tu peux lui expliquer les avantages, mais aussi les contraintes. Tu peux répondre à ses questions et lui laisser la possibilité de dire non. Ça, c'est de l'influence. Maintenant, imagine que tu sais qu'il a peur de décevoir et que tu utilises cette peur. J'ai vraiment pensé que je pouvais compter sur toi. Techniquement, tu es toujours en train d'essayer de modifier sa décision, mais tu n'es plus en train d'enrichir son jugement. Tu exploites un angle mort émotionnel pour obtenir ce que tu veux. Et c'est là que la ligne commence à bouger. Et cette ligne, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle n'est pas toujours évidente. Il existe évidemment des zones grises. Tu peux présenter les informations qui t'arrangent sans mentir. Tu peux choisir le moment où tu fais une demande. Tu peux raconter une histoire qui provoque une émotion. Tu peux mettre en avant certains arguments plutôt que d'autres. Tu peux utiliser la preuve sociale. Tu peux créer de l'urgence. Tu peux choisir les mots qui rendent une option plus attractive qu'une autre. Tout ça peut relever de l'influence. Mais tout ça peut aussi devenir manipulatoire. Alors comment savoir où se trouve la limite ? J'aime beaucoup un test très simple. Je l'appelle le test de la lumière. Imagine que la personne en face de toi sache exactement ce que tu es en train de faire. Qu'elle sache pourquoi tu as choisi cet argument. Pourquoi tu as choisi ce moment. Pourquoi tu utilises cette émotion. Pourquoi tu présentes cette information de cette manière. Et imagine maintenant que un tiers soit assis à côté de toi et observe la conversation. Est-ce que tu pourrais lui expliquer honnêtement ta stratégie, sans avoir besoin de cacher une partie de ton intention, sans penser « oui, mais je ne vais évidemment pas lui dire ça ». Si tu es mal à l'aise à l'idée de mettre ta méthode sous la lumière, il y a probablement quelque chose à examiner. Et c'est pas un test mathématique, c'est pas une garantie absolue d'éthique, mais c'est un excellent détecteur de zones grises. Et il y a une deuxième question qui est encore plus importante. Est-ce que l'autre est réellement libre de dire non ? Parce que la liberté de choix, c'est pas seulement l'absence d'une contrainte physique, il existe des pressions qui sont beaucoup plus subtiles. La peur de perdre la relation, la culpabilité, la honte, la peur de décevoir, la dépendance financière, la hiérarchie, l'accès à une opportunité, le besoin d'être reconnu. Et plus tu as de pouvoir sur quelqu'un, plus ta responsabilité augmente. Et c'est particulièrement vrai en entreprise. Un dirigeant peut dire « bien sûr, tu es libre de refuser », mais si la personne sait que son refus va compromettre sa carrière, sa liberté, elle est théorique. Un parent peut dire « tu peux choisir », mais si l'enfant sait que l'une des options va provoquer une réaction émotionnelle disproportionnée, il n'est pas réellement en train de choisir librement. Un vendeur peut te dire « prends le temps de réfléchir », mais s'il vient de créer artificiellement une urgence qui n'existe pas, le contexte de décision a été fabriqué. Et c'est là qu'il faut devenir beaucoup plus précis dans notre manière de parler d'influence. Parce que influencer ne signifie pas supprimer toute influence, ce serait impossible. Influencer signifie apporter quelque chose au jugement de l'autre. Une information, une perspective, une expérience, un argument, une émotion, une hypothèse. Et ensuite laisser cette personne intégrer tout ça dans sa propre décision. Le but n'est pas qu'elle choisisse ce que tu veux. Le but est qu'elle soit capable de choisir avec davantage d'informations et de discernement. Et parfois, son choix sera exactement l'inverse de celui que toi tu espères. Et si ton influence est réellement éthique,
tu dois pouvoir l'accepter. C'est probablement le test le plus difficile. Si l'autre choisit quelque chose qui ne t'arrange pas, est-ce que tu es toujours satisfait de la manière dont tu l'as influencé? Et si ta réponse est oui, tu es probablement davantage dans l'influence que dans la manipulation. Parce que ton objectif n'était pas simplement le résultat. Ton objectif était d'améliorer la qualité de la décision. Et c'est là que l'influence devient une compétence de leadership. Un leader ne peut pas simplement avoir une vision, il doit être capable de la rendre compréhensible. Il doit mobiliser, créer de l'adhésion, faire évoluer des perspectives, donner envie à des personnes de contribuer à quelque chose qui les dépasse. Et tout ça, c'est de l'influence. La question n'est donc pas de devenir moins influent pour rester gentil, c'est exactement l'inverse. Il faut devenir suffisamment compétent en influence pour pouvoir exercer beaucoup de pouvoir sans avoir besoin de manipuler. Alors tu vas me demander comment on fait. Il y a plusieurs leviers d'influence qui sont parfaitement compatibles avec l'intégrité. Le premier, c'est probablement le plus évident, la qualité de l'information. Si tu veux que quelqu'un change d'avis, donne-lui de meilleures informations. Pas seulement celles qui vont soutenir ta position, les informations importantes qui la contredisent aussi. Les limites, les incertitudes, les risques, les contre-arguments. Parce qu'une personne ne peut pas prendre une bonne décision avec une information qui est volontairement incomplète. Le deuxième levier, la clarté. Beaucoup de décisions sont mauvaises non pas parce que les gens manquent d'intelligence, mais parce que le problème est mal formulé. Changer la question peut changer la décision. Est-ce qu'on peut se permettre cette dépense? C'est pas la même question que quel est le coût de ne pas faire cet investissement? Est-ce qu'on doit recruter? N'est pas la même question que quel problème cherchons-nous réellement à résoudre? Influencer peut donc simplement consister à aider quelqu'un à regarder le problème depuis un angle plus pertinent. Le troisième levier, l'émotion. Et là, il faut être extrêmement précis. Parce que certaines personnes pensent qu'une influence éthique doit être totalement rationnelle. C'est faux. Les êtres humains ne prennent pas leurs décisions uniquement avec des tableaux Excel. L'émotion fait partie du jugement. La peur, l'enthousiasme, l'espoir, la colère, la fierté, l'ambition, la compassion. Toutes ces émotions sont légitimes. La question n'est donc pas « est-ce que je provoque une émotion ?» La question est « est-ce que je mobilise une émotion qui correspond réellement à la situation ?» Ou est-ce que je fabrique une peur pour obtenir quelque chose? Et il y a une énorme différence. Dire « cette décision me semble importante parce que je pense que nous sommes en train de perdre une opportunité » peut être parfaitement légitime. Créer artificiellement « si tu ne signes pas aujourd'hui, tout va s'effondrer » alors que rien ne le justifie, c'est autre chose. Dans les deux cas, tu crées une émotion. Mais dans le premier cas, tu donnes à l'autre une information qui est émotionnellement pertinente, alors que dans le second, tu utilises une émotion pour réduire son espace de réflexion. Le quatrième levier, la preuve. Si tu veux influencer durablement, deviens quelqu'un dont les idées résistent à l'examen. Les résultats, les données, l'expérience, les exemples, les démonstrations, la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu produis. Parce qu'il existe une forme d'influence qui est beaucoup plus puissante que toutes les techniques, la crédibilité. Et la crédibilité, elle est intéressante parce qu'elle repose sur 3 choses. La première, la compétence perçue. On t'écoute parce qu'on pense que tu sais de quoi tu parles. Pas simplement parce que tu as un titre, pas simplement parce que tu as beaucoup d'abonnés, ou pas parce que tu es très sûr de toi, mais parce que ce que tu dis correspond régulièrement à la réalité. Le deuxième élément, l'intégrité démontrée. Tu fais ce que tu dis ce que tu penses, tu reconnais quand tu te trompes. Mais tu ne changes pas tes principes en fonction de ce qui t'arrange. Et surtout, les autres savent qu'ils peuvent croire ta parole. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce qu'une personne crédible n'a pas besoin de convaincre autant. Une partie du travail a déjà été faite avant la conversation. Un troisième élément, l'intention perçue. Les gens essayent constamment de comprendre pourquoi cette personne veut-elle que je fasse ça. Est-ce que c'est pour son intérêt, pour le mien, ou pour les deux? Est-ce qu'elle essaye de m'aider? Ou est-ce qu'elle essaye simplement d'obtenir quelque chose de moi? Et c'est là que l'influence éthique devient extrêmement intéressante, parce que tu peux avoir énormément de compétences, mais si les gens pensent que ta seule intention est de les utiliser, ton influence sera fragile. La compétence dit « cette personne sait ». L'intégrité dit « je peux lui faire confiance ». L'intention dit « elle ne cherche pas uniquement à se servir de moi ». Et quand les 3 sont réunis, tu obtiens quelque chose qui est très difficile à construire, la crédibilité. Et la crédibilité est probablement l'un des actifs les plus puissants qu'un leader puisse posséder. Mais il y a autre chose que je trouve assez fascinant. La crédibilité prend énormément de temps à construire et extrêmement peu de temps à détruire. Tu peux passer 10 ans à construire une réputation de personne fiable et une seule manipulation flagrante peut faire comprendre à quelqu'un « Ah,
En réalité, cette personne me disait ce que j'avais besoin d'entendre pour obtenir ce qu'elle voulait. Et à partir de là, chaque interaction future est contaminée par le doute. C'est pour ça que la manipulation peut être efficace à court terme, mais elle est extrêmement coûteuse à long terme. Imagine que tu manipules quelqu'un pour obtenir un oui aujourd'hui. Tu as gagné. Mais qu'est-ce que tu as perdu ? Peut-être sa confiance, peut-être sa capacité à te croire la prochaine fois, peut-être sa volonté de te suivre, peut-être la réputation que cette personne va transmettre à d'autres. La manipulation ressemble donc parfois à un gain, mais elle peut être un crédit, et ce crédit finit par devoir être remboursé, avec des intérêts. À l'inverse, l'influence éthique peut sembler peut-être plus lente. Tu donnes les informations, tu laisses du temps, tu reconnais les contre-arguments, tu permets le désaccord, tu acceptes le non. Et parfois, tu perds une vente, tu perds une opportunité, tu perds une personne qui aurait pu te suivre. Mais tu construis quelque chose de beaucoup plus durable, une réputation de personne dont l'influence améliore la qualité des décisions. Et ça finit par devenir un avantage énorme. Maintenant, je te propose de regarder tes propres pratiques, pas celles des autres, les tiennes. Parce que c'est évidemment très facile de repérer la manipulation chez quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus difficile de la repérer chez soi. Alors demande-toi, est-ce qu'il y a une situation récente dans laquelle j'ai essayé d'influencer quelqu'un ou je ne serais pas complètement à l'aise si cette personne connaissait exactement ma stratégie ? Oui, c'est une question inconfortable, mais elle est intéressante. La deuxième question, quels sont les leviers d'influence que tu utilises naturellement ? Est-ce que tu es très bon pour argumenter, pour raconter des histoires, pour créer de la confiance, pour expliquer, pour mobiliser les émotions, pour utiliser des données, pour créer une vision ? Et lesquelles te manquent ? Parce qu'une compétence que tu utilises peu n'est pas nécessairement une compétence que tu ne possèdes pas. Elle peut simplement être sous-développée. La troisième question. Qui a actuellement une forte influence sur toi ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que cette personne fait ? Est-ce que tu te sens plus libre après l'avoir écoutée ? Ou plus dépendant ? Est-ce qu'elle t'aide à penser ? Ou est-ce qu'elle pense à ta place ? C'est une distinction qui est extrêmement utile parce que comprendre l'influence que les autres exercent sur nous nous apprend énormément sur celle que nous voulons exercer nous-mêmes. Et puis pose-toi cette question, quelle est ta crédibilité aujourd'hui ? Pas celle que tu aimerais avoir, celle que les autres perçoivent. Sur 10, compétences, intégrité, intention, laquelle est forte, laquelle est fragile et surtout, laquelle peux-tu renforcer ? Parce que si tu veux davantage d'influence dans les 12 prochains mois, tu peux passer ton temps à apprendre des nouvelles techniques ou tu peux devenir beaucoup plus crédible. Et la deuxième option est probablement beaucoup plus durable. Alors voilà un exercice super concret. Choisis une personne que tu dois réellement influencer. Un client, un collaborateur, un partenaire, un décideur, quelqu'un avec qui tu veux faire avancer quelque chose. Et commence par oublier ce que toi tu veux obtenir. Demande-toi qu'est-ce qui compte réellement pour cette personne. Pas ce que tu imagines qu'elle veut, ce qui compte réellement. Et puis, construis ton message autour de 5 choses. D'abord, l'enjeu pour elle. Ensuite, ton argument le plus solide. Puis, l'émotion légitime que cette situation peut mobiliser. Ensuite, ce que tu reconnais honnêtement comme limite ou contre-argument. Et enfin, la demande précise que tu lui fais. Une demande qu'elle peut réellement refuser. Et regarde ce qui se passe. Parce que souvent, quand on essaye de convaincre quelqu'un, on commence par nous. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu fasses ça. Voilà pourquoi c'est important pour mon projet. Voilà pourquoi ce serait bien pour moi. Mais l'influence commence beaucoup plus souvent ailleurs. Voilà le problème que je pense que tu essayes de résoudre. À partir de là, tu n'es plus simplement en train de pousser ton idée, tu es en train de créer un espace de réflexion commun. Et c'est une différence fondamentale. Un bon leader ne cherche pas à avoir raison à tout prix, il cherche à améliorer la qualité de la décision collective. Et parfois, ça signifie convaincre. Parfois, ça signifie écouter. Parfois, ça signifie changer lui-même d'avis. Et parfois, ça signifie d'aider quelqu'un à dire non. Parce que si ton influence n'est utile que lorsque les autres sont d'accord avec toi, ce n'est pas vraiment de l'influence, c'est du contrôle. Alors j'ai envie de terminer cette vidéo avec une distinction assez simple. La manipulation cherche à obtenir un résultat. L'influence éthique cherche à améliorer une décision. La manipulation demande comment faire pour qu'ils disent oui. L'influence demande comment faire pour qu'il ait suffisamment d'informations, de clarté et de liberté pour prendre la meilleure décision possible. Parfois, les deux questions produisent le même résultat, mais pas toujours. Et c'est précisément là que se révèle ton intégrité. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de réussir à faire aux autres ce que toi tu veux. Le vrai pouvoir est d'être capable d'exercer une influence qui soit forte sans avoir besoin de réduire la liberté de ceux que tu influences.
Et c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus intéressant. Parce que à ce moment-là, ton influence ne dépend plus de la peur, ni de la culpabilité, ni du statut, ni des artifices. Elle repose sur quelque chose de beaucoup plus solide. Ta capacité à faire penser, à faire comprendre, à faire voir autrement, à donner envie d'agir, tout en laissant à l'autre la responsabilité de son choix. Et si tu deviens vraiment bon à ça, tu ne deviens pas seulement quelqu'un de plus persuasif, tu deviens quelqu'un autour duquel les autres pensent mieux. Et ça, c'est une forme de leadership qui est autrement plus puissante.